Nous sommes là bien entourés avec Élie, avec trois aventurières. En tout cas, c'est le titre de ce petit café littéraire. Même si on n'essaye pas forcément de faire des plateaux à thème ici, hein, l'essentiel c'est de parler des bouquins, hein, vous le savez, Maët vous l'a dit très très souvent. Et ça continue comme ça. Et nous avons sur ce plateau Isabelle Autissier, qui est à ma Bonjour. gauche. Bonjour Isabelle. Avec qui on va parler essentiellement de ce livre, La fille du grand hiver, qui est sorti aux éditions Paulsen. On a aussi, hop, à ma droite, pardon, j'ai un petit peu de mal à prendre le livre, Roxane Bouchard. Bienvenue Roxane. Bonjour. Pour ce livre, Le murmure des Acapis, qui est sorti aux éditions L'Aube Noire. Et puis Marion Brunet, pour pas mal de livres, mais on va surtout parler d'Ilos, qui est sorti aux éditions PKJ. Et je propose qu'on commence, on va vous présenter les unes après les autres au fur et à mesure, mais je propose qu'on commence avec toi, Isabelle. Eh ben avec plaisir. Je suis désolé, j'ai plus beaucoup de voix, hein. Hier, Bon. j'étais avec les lycéens, j'ai dû trop parler, donc là, je suis un peu. On Donc, faut t'entend tendre quand même. l'oreille. On l'entend quand même. Wow, le micro est très bon. Alors, c'est à chaque fois qu'il faut représenter Isabelle, on se dit, mais on a déjà tellement dit de choses. Bon, quand même, on peut rappeler que tu es la première femme à faire le tour du monde. Ça pose quand même. Alors, je n'ai pas précisé à la voile en solitaire, parce que bon, le tour du monde, il y en a d'autres qui l'ont fait aussi, mais là. Et que presque en même temps, tu es devenue écrivaine, un petit peu après. Hein. Un petit peu après. 96, 98, c'est quand même pas très très éloigné. Tu es une amoureuse de la mer, de la nature. L'écriture, c'est important. Le voyage, c'est important, mais l'écriture aussi, puisque c'est une manière pour toi de sensibiliser les gens finalement aux questions environnementales. Ou est-ce que ça, Oui. c'est venu seulement au fur et à mesure? Non, mais entre autres, l'écriture, c'est pour partager des choses. Alors, ça peut être des choses merveilleuses que j'ai vues en bateau, ou peut-être que j'ai dans la tête, mais ça peut être aussi des combats, des coups de colère, et aussi des coups d'espoir, parce que ça existe aussi, des coups d'espoir. Des coups de colère, on en aura peut-être d'autres là sur le plateau. Et je pense aussi pendant ces 3 jours. Bon, il y a une quinzaine de livres que tu as fait paraître. Le dernier en date avant celui-ci, c'est Le naufrage de Venise, ce qui est déjà tout un programme. Hein. Voilà, là, c'était un peu le coup de colère, hein. Oui, là, c'était vraiment C'était le coup de colère. ras-le-bol du déni, réveillez-vous. Eh ben, on n'est pas encore tout à fait réveillé, hein, tu as remarqué. Et tu es présidente du prix Jean de Mer. Voilà. Voilà, présidence tournante, donc cette année, c'était mon tour. Cette année, c'est ton tour. Alors, cette année, La fille du grand hiver, c'est ce nouveau livre. C'est un roman au féminin, hein, parce que là, on est avec des aventurières, avec un personnage vraiment inattendu et oublié. C'est la première femme inuite à voyager, à porter un regard sur son propre peuple. Tout ça parce qu'elle a été repérée, en quelque sorte, hein, à la fin du 19e siècle, par le fameux explorateur Knut Rasmussen, enfin, j'oublie un R, euh, et qui va parcourir comme ça le Grand Nord canadien jusqu'à la fameuse Tulé, bon, qui est un nom mythique, hein, mais les Marseillais connaissent Tulé, puisque c'est le nom de cette lointaine ville découverte par Pythéas, qui était le premier marin marseillais à faire pas le tour du monde, mais presque. Alors, d'où sort ce personnage quand même, Isabelle? Ben D'abord, c'est un vrai personnage. Arnarvulungwak, excusez mon accent inuit, a vraiment existé. Elle naît à la toute fin du 19e et elle meurt assez jeune, hein, elle meurt à 37 ans. Et entre les deux, elle va avoir un destin complètement incroyable parce qu'effectivement, elle naît à Tulé, qui à l'époque est même pas un village. Il y a 3-4 familles inuites qui sont là, dans leurs cabanes ou dans leurs igloos. Normalement, bah, elle doit devenir femme de chasseur et puis passer sa vie comme femme de chasseur. Et cette rencontre avec Rasmussen et un de ses amis, Freuchen, qui vont venir s'installer dans ce village et prendre ce village comme source de leurs expéditions, va lui ouvrir complètement un champ de pensée, d'abord sur d'autres peuples qui sont ailleurs, ce qui n'était pas forcément quelque chose que les Inuits pouvaient imaginer,
Et puis effectivement, petit à petit, sur cette espèce de regard un peu distancié, et elle va être, oui, la première femme. Elle va partir avec Rasmussen, traverser tout le nord du Canada dans les années 1920 pour aller à la rencontre des peuples premiers. Et ça, c'est, enfin voilà, pour une femme inuite, c'est un destin complètement incroyable. Alors, c'est quand même une personne, avant d'être un personnage, que tu nous décris peut-être avec une part de fiction, parce que j'imagine qu'il a fallu combler quelques vides. Mais quand même, elle sort de sa condition parce qu'elle est maligne, parce qu'elle est ambitieuse, en quelque sorte. On pourrait dire ça, même si c'est un mot probablement étranger à leur vocabulaire. Et surtout, elle comprend à un moment que avoir des projets qui vont au-delà de la simple survie, ça pouvait être quelque chose de très Oui. important pour un être humain. Alors, ça a été assez difficile pour moi parce que c'est vrai qu'elle n'écrivait pas. Donc, on n'a aucun témoignage en direct et on a quelques bribes de sa vie. L'épisode assez tragique de son enfance où elle devrait être sacrifiée puisque la famille n'a plus rien à manger, elle va échapper à la mort. Et elle va dire, et ça on le sait, elle va dire, ben là maintenant je suis née 2 fois. Et on a le sentiment que cette deuxième vie, eh ben, elle veut la remplir, elle veut vraiment vivre à fond. Et ça va être sans doute le fil, enfin moi j'ai interprété ça comme ça, euh, de sa façon de sortir de sa condition, effectivement, de s'intéresser, de comprendre que son peuple vient finalement d'un peuple qui, du nord du Canada, a voyagé petit à petit pour arriver au Groenland. Et elle va aller en quelque sorte à la recherche de ce qu'elle appelle ses ancêtres vivants, c'est-à-dire les peuples canadiens qui sont ses origines. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire comme façon de penser. Alors tu dis au début du livre qu'on a de la chance finalement d'avoir retenu son nom, parce que, bon, parler des personnes qui ont accompagné comme ça les grands explorateurs, hommes, qui parcouraient le monde et qui étaient aidés la plupart du temps par des gens qui vivaient sur place, c'était quand même pas fréquent de se souvenir des noms des hommes et encore moins des femmes quand il y avait des femmes. Donc là, elle a en quelque sorte échappé à la mort une première fois, mais échappé aussi à l'oubli, parce que finalement, Knud Rasmussen, il a été assez respectueux de ça, de du rôle qu'elle avait. Oui, alors lui, il a une partie d'ancêtre inuit par sa grand-mère. Et il va naître au Groenland, dans une famille de pasteurs, mais quand même, il va apprendre tout petit à conduire des traîneaux, à manger la nourriture inuite, à parler inuit. Donc il est très proche de ces gens-là. Et du coup, il en est extrêmement respectueux. Et c'est très rare, puisque tous les pêcheurs ou les explorateurs, avant de parler des prêtres et autres, ben voilà, considéraient que les Inuits c'était des bons sauvages. Ils étaient utiles, ils étaient même indispensables quand on voulait aller dans le Grand Nord parce que c'était les seuls qui étaient capables de chasser correctement, qui étaient capables de construire les igloos et qui étaient capables de faire Résister survivre, à la faim et au voilà, froid. faire survivre les Européens. Mais au fond, on parlait d'eux comme ça de temps en temps, presque un peu pour se moquer. On les trouvait voilà, plutôt amusants, alors des fois un peu malins, mais ça allait pas plus loin. Et il y avait souvent des couples qui accompagnaient les explorateurs. On parlait un peu de l'homme, on parlait jamais de la femme. Elle était là pour mâcher les pots, faire la nourriture. Et donc, alors là, pour le coup, l'invisibilisation, comme on dit maintenant, était absolument totale. Mais ce qui est intéressant, c'est que son destin à elle en a fait aujourd'hui pour les Groenlandais une vraie figure. Et on voit bien aujourd'hui, sans parler de l'épisode Trump, que les Groenlandais, de plus en plus, essayent de se rattacher à leurs propres racines, donc voilà, se remettent à chanter en Inuktitut, à faire, enfin, voilà, essayer de retrouver des choses. Et du coup, c'est une figure extrêmement importante, et c'est pratiquement la seule figure historique féminine au Groenland. C'est ça qui a attiré ton attention vers elle. Comment tu as appris son existence en fait? Alors moi j'ai eu la chance d'aller naviguer 4-5 fois avec mon petit bateau au Groenland, donc forcément d'y passer du temps, donc m'intéresser à cette culture, parler un peu avec les gens. Alors moi je parle pas Inuktitut, mais il y en a quand même quelques-uns qui parlent anglais. Et donc voilà, donc quand on s'intéresse à ce pays et à ces gens, on tombe relativement vite sur elle. Parce que voilà, parce que c'est une figure locale quoi. Et c'est vrai que quand on creuse un peu, ben, on trouve un personnage incroyable quoi.
Alors, tu parles de Trump, là, bon, évidemment. On a envie de lire aussi dans ce livre d'aventure qui se déroule au 19e siècle, dans la manière dont tu présentes des choses, des échos à nos réflexions d'aujourd'hui. Et par exemple, les échos, évidemment, sur la question de la préservation de la nature, mais aussi sur les croyances, sur les dieux, sur le fait que ces Blancs qui viennent avec tout un discours et toute une culture vont aussi faire la guerre, parce qu'il y a la guerre qui se déclenche. Elle voit ça de loin, elle comprend que en fait, les Blancs sont en train de s'entretuer. Il y a comme ça beaucoup de petites de façons pour toi, à travers l'écriture, à travers ce récit, de faire des échos à ce qui se passe aujourd'hui. Oui, alors ce qui est très intéressant en plus, c'est que c'est la période, ces années 1910-1920, où les Blancs vont vraiment arriver dans ces villages de l'extrême nord. Ils étaient au sud du Groenland, mais pas au nord. Et on a vraiment cette confrontation de deux civilisations, avec la civilisation européenne qui est hyper puissante, qui a des outils comme les fusils, mais qui a aussi une pensée, une organisation que les Inuits découvrent, avec des bons et des mauvais côtés. C'est vrai que les fusils, c'est plus facile que la lance pour chasser, et ça permet parfois de mieux manger. Et en même temps, petit à petit, on oublie à se servir de la lance et on oublie à fabriquer comment on fabrique la lance. Donc voilà, je pense qu'on est vraiment à un tournant. Ce que je trouve intéressant, qu'on voit très bien à l'époque et encore aujourd'hui, c'est effectivement cet attachement à la nature, parce que, comme la plupart des peuples premiers, ils se pensent à l'intérieur de la nature. Ils ne sont pas comme la pensée européenne qui est de dire que l'être humain est au-dessus, hein, on est vraiment mieux, hein, on n'est pas du tout comme les animaux, etc. Et donc on s'extrait nous-mêmes de la nature, et du coup on n'arrive plus à comprendre combien elle nous est indispensable, alors que chez les Inuits, ils sont dedans, ils sont l'équivalent de l'ours, de la baleine, du phoque, ils ont des relations vivantes avec ces animaux, donc ils les respectent. Bien sûr, ils les chassent pour manger, mais quand ils les chassent, ils vont s'excuser un peu, Et puis, ce qu'on retrouve, c'est qu'ils sont très attachés à leur paysage, ils aiment leur pays, et ça, on le retrouve dans un certain nombre de témoignages. Je pense que c'est vrai aujourd'hui, et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles ils ne vont pas se laisser faire. Et que ils ont aujourd'hui une revendication d'indépendance, mais voilà, ils vont pas laisser leur pays être dévasté, je pense, par un espèce de rouquin américain, quoi. C'est peut-être aussi ça qui a fait qu'elle est devenue ce qu'elle était, c'est une combattante. C'est une combattante comme son peuple, finalement. Et elle en a peut-être pris conscience un peu plus que les autres, dans la mesure où elle s'est aventurée sur des terres ignorées jusqu'à présent. Elle s'est observée peut-être un peu de l'extérieur pour arriver à ça. Alors moi, je pense que oui. Après, c'est difficile de se mettre évidemment dans sa tête, mais vu son parcours, je pense que oui. Bon, c'est un peuple forcément de combattants, parce que juste se nourrir, c'est hyper difficile, quoi. Et d'ailleurs, il y en a régulièrement qui mouraient de faim. Donc ils sont à la fois dans ce combat pour la vie, mais dans un bonheur de la vie. Ils passent leur temps à faire la fête, ils passent leur temps à se faire des blagues. Ils sont joyeux, ils sont voilà, c'est pas morose, quoi. Même si il y a des moments où la vie est dramatique, mais et voilà. Et je pense que elle est combattante au sens où elle va effectivement dépasser son destin, et avec une volonté, avec un enthousiasme aussi, je pense, qui est incroyable. Elle va comprendre ce qu'est l'ethnographie, elle va comprendre ce que fait Rasmussen, elle va travailler avec lui dans ce sens-là, alors qu'elle ne sait pas lire et pas écrire, quoi. Oui. D'ailleurs, un moment où elle parle d'éventuellement apprendre à lire, son mari se moque d'elle en disant à quoi ça servirait une femme qui sait lire, quoi. Ah oui, bien sûr, les femmes, c'est pas fait pour ça, c'est bien connu, hein. Ah non. Bon, les hommes ne savaient pas forcément plus lire, d'ailleurs, mais bon. Non, un petit peu plus peut-être. Un petit peu plus. Alors, on va pas... voilà, elle va aller jusqu'à New York, ça c'est vrai? Ou oui. Non, c'est vrai. À la fin, donc ils finissent leur expédition dans le nord-ouest de l'Alaska. Et là, évidemment, c'est une expédition qui va avoir beaucoup de retentissement, en particulier au Danemark et aux États-Unis. Ils vont être invités un peu Rasmussen partout. est le grand héros, et il va, entre guillemets, avoir dans son sillage
Arnaud Lungwak et son cousin, puisqu'ils étaient. On n'a pas parlé de lui encore parce qu'ils étaient tous les deux, oui. Mitek, son cousin, ils étaient tous les trois à faire cette expédition. Et donc, elle va se retrouver finalement dans le bureau du président des États-Unis, et où elle va évidemment, enfin voilà, et elle parle un petit peu de ce sentiment qu'elle a en découvrant la civilisation américaine et européenne, et elle en parle effectivement en étant un peu effarée, en disant mais vous réglez, vous régentez le monde, vous avez la force de déplacer les montagnes, vous avez, enfin, elle est très impressionnée par ce que savent faire les Blancs. Et en même temps, on la sent pas très, très à l'aise finalement. Par exemple, sur l'histoire de la guerre, elle dit alors nous, quand on se bat entre tribus et qu'on se tue, vous nous dites que c'est pas bien et qu'il faut. Mais alors après, vous allez faire une guerre en 14-18, il paraît qu'il y a eu des millions de morts. Donc elle met à chaque fois les choses en perspective et elle nous renvoie à notre humanité en fait. Voilà, c'est un très très beau parcours, c'est un très très beau livre. Hein. On rentre dans la nature, on est dedans, comme les Inuits sont dans la nature. Nous, on est dans ton livre et du coup dans la nature aussi. On peut juste dire que à partir du moment où elle a décidé de raccrocher en quelque sorte ses chaussures de marche, on va dire, je ne sais pas trop comment. Son traîneau. Ses traîneaux. Elle a une seconde vie qui est celle de tous les, tous les gens comme elle. Elle va repartir dans son village, elle va se remarier puisque son mari était mort. Et c'est drôle parce qu'elle va se remarier avec un descendant d'explorateurs. Donc on peut y voir aussi cette espèce de biculture. Et là, elle va finir quand même relativement oubliée à l'époque. Et puis son visage et son histoire vont ressortir après. Voilà, La fille du grand hiver, c'est une belle photo sur la couverture. Oui, c'est un jeu où on lance les gens en l'air et on les récupère comme ça dans des C'est pots. très joyeux. Donc c'est le côté joyeux. Il ne faut pas rater la peau à l'arrivée. Non, faut pas, voilà. Merci beaucoup Isabelle Autissier. Merci. Élie, à toi. À moi, on va enchaîner surtout avec vous, Roxane Bouchard, pour votre livre, donc Le Murmure des Akapiks, qui est paru aux éditions L'Aube Noire. Je vais vous présenter rapidement. Donc vous êtes écrivaine, vous êtes également professeure de littérature québécoise. J'ai été sur votre site, il est dit que vous lisez beaucoup, que vous riez encore plus et que vous écrivez dans le temps qui vous reste. Donc c'est une bonne présentation. Votre premier roman, j'aime bien le titre, Whisky et Parabole, paraît en 2005. Et puis depuis, vous avez écrit de nombreux livres, des pièces de théâtre, et vous avez enchaîné de nombreux prix. Donc j'en ai compté 11, mais j'en ai peut-être oublié. Je vais simplement citer les derniers. Il y a eu en 2024 le prix Mystère de la critique pour La mariée de Corail, qui fait partie de la même série sur l'inspecteur Morales. Il y a eu le prix Compagnie des Pêches, ici même au Festival Étonnant Voyageur la même année, prix des lecteurs Quai du Polar, la mention spéciale Polar derrière les murs, il y en a des tas. Donc cette année, vous êtes invité pour ce livre, Le Murmure des Akapiks. C'est le 3e volume de votre saga autour de l'inspecteur Morales, un cycle de romans noirs qui se passe en Gaspésie. Et tout d'abord, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est les Akapiks. Un akapik, c'est bonjour, c'est un grand gourdin, c'est un grand bâton de bois avec lequel on abat les phoques, les loups marins. La chasse aux phoques chez nous est pratiquée depuis les îles de la Madeleine. En fait, il reste un bateau de chasseurs de phoques et quelques personnes qui font la chasse aux phoques depuis les berges. Donc, c'est un grand gourdin de bois. Il faut abattre le phoque en lui donnant un coup sur l'occiput, qui défonce l'occiput. Et de l'autre côté du gourdin, il y a un crochet métallique qui permet, parce que les chasseurs donc abattent le phoque, vont l'éviscérer sur la glace et après, ils vont prendre le crochet. Avec le crochet, ils traînent la bête jusqu'au bateau sur la glace. Et puis, quand il y a une glace qui cède sous leurs pieds, avec le crochet, ils peuvent s'agripper à la glace et puis remonter. Le murmure des akapiks, en fait, il y a deux façons d'abattre un phoque, soit avec la détonation d'une carabine ou le murmure d'un akapik, donc de ce bâton qui tue en silence. Si vous n'avez pas retenu tous les gestes, c'est bien décrit dans le livre. Je vais peut-être m'éloigner un peu de Roxane parce qu'elle a l'air très compétente. Et comme c'est un roman noir, quand même une question, ça marche aussi avec les humains?
Ok, j'enchaîne. Alors, donc ça fait partie d'un cycle sur l'inspecteur Morales, mais c'est pas cet inspecteur-là qu'on suit d'abord dans votre livre, mais c'est Simone Lord qu'on a déjà vu dans l'épisode d'avant. Et Simone Lord, elle est agente de pêche Océan Canada. C'est un organisme de contrôle, si vous voulez. C'est comme une police de la pêche. Et elle est affectée sur les îles de la Madeleine, au large de la Gaspésie. C'est l'hiver, et elle doit remplacer un de ses collègues au pied levé. Donc elle embarque comme watcheuse, comme observatrice, comme contrôleuse, c'est ça, hein, sur un chalutier qui part à la chasse aux phoques, et c'est la seule femme à bord. Et la première chose qui frappe dans votre livre, c'est cette expérience, c'est une femme seule au milieu des hommes. Comment vous avez voulu le traiter, comment vous avez voulu amener en fait cette dimension-là de huis clos menaçant d'une femme seule au milieu des hommes? Ben, j'avais envie d'écrire un trailer parce que vous l'avez dit en introduction, c'est que moi j'ai fait du roman, j'ai fait de la littérature, j'ai fait des essais aussi. Et quand j'ai commencé à écrire la série Morales, le premier roman, c'est plus un roman d'ambiance. Et après, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'explorer les différentes facettes de la littérature policière. Alors le second, c'est vraiment un roman d'enquête. Il y a un meurtre avec toute une enquête policière. Et après, dans le troisième, je me suis dit, est-ce que je vais encore faire un meurtre, tu sais, à la Agatha Christie? Je me suis dit, tiens, je vais changer ma focalisation, je vais aller du côté de la victime. Et le trailer fonctionne comme ça. Donc, on met un personnage qui est faible, entre guillemets, dans une situation de danger, et le danger se referme peu à peu. Et je trouvais que mettre Simone avec des hommes, d'abord, l'équipage n'est pas un équipage tout à fait sain d'esprit, et... Ceci dit, les chasseurs de phoques chez nous le sont. Et là, de l'envoyer comme ça au mois de février, donc parce que ça se passe en hiver, elles s'en vont, et pour aller chasser les phoques, il faut aller trouver où il y a de la glace parce que c'est là que les phoques vont mettre bas. Et puis ensuite, c'est là qu'on va aller les chasser parce que, évidemment, si on abat un phoque sur l'eau, ben, la bête va couler puis tu viens de perdre ta proie. Alors, il faut aller sur les glaces, sauf que quand la mer monte, descend, que les vents prennent, ben, le bateau risque d'être éventuellement prisonnier des glaces. Et ben, après ça, on ajoute des difficultés de communication. Je trouvais que c'était un lieu avec du sang. Il y a beaucoup de sang quand même, parce qu'on abat des bêtes. Il faut les remonter à bord. Ça sent le fer et la mort et la chair, pas décomposée, là, mais on se comprend. Je trouvais que c'était un lieu qui était pas mal pour faire un trailer. Puis je trouvais aussi que cette femme-là, qui est une femme têtue, qui se dit « je vais embarquer moi parce que je suis capable aussi de faire comme les hommes ». Je suis comme un peu impressionnée parce qu'en ce moment, je parle de ça. Puis à côté de moi, il y a Isabelle Autissier qui est quand même la première femme à dire « je suis capable autant, sinon plus que les hommes ». Alors, ça m'émeut beaucoup, bref, d'être sur le même plateau que vous, Madame Autissier. Merci. Et donc, oui. Et donc, de mettre cette femme-là à bord d'un bateau et elle se dit, je suis capable d'aller au bout de cette histoire-là. Et même à un moment donné, son esprit d'aventurière devient de l'entêtement. Et est-ce qu'on n'est pas tous un petit peu entêtés, dans le fond? Pas plus les femmes que les hommes, cela dit. Mais, et donc, ce trailer-là se passe sur ce bateau-là avec cet entêtement-là, en tout cas cet acharnement-là de femmes. Et au sujet de votre personnage, elle est donc sur les îles de la Madeleine. Et pendant ce temps-là, l'inspecteur Morales, lui, il est sur un bateau de croisière. Il essaye de digérer son divorce. On sent que c'est pas la grande, ça swing pas des masses, quoi. Les gens s'arrêtent, ils vont faire du ski de fond, et puis ils remontent, puis ils redescendent, ils refont du ski de fond. Bon. Et en fait, ils n'arrêtent pas de parler d'elle sur le bateau. Et ils se demandent pourquoi, en fait, elle a accepté ce poste, pourquoi elle est là-bas. Et vous avez des très belles réflexions sur le fait que il y a des tas de descriptions psychologiques, puis à un moment donné, il y en a un qui dit « mais en fait, vous vous trompez, c'est juste qu'elle est aspirée par le large, ou qu'il y a un phénomène comme ça d'aimantation avec la mer ». Est-ce que c'est quelque chose que vous-même, vous avez ressenti? Mais je pense que c'est ce qui se passe avec n'importe quelle passion. On peut l'avoir devant la mer. Moi, je sais que quand je suis arrivée la première fois en Gaspésie, moi, j'ai été équipage sur des bateaux de plaisance. Je le dis avec beaucoup d'humilité, vous comprendrez. C'est difficile, Isabelle. Bon, il y a peut-être des places à bord. Et donc, quand
donc, moi, j'ai navigué sur le fleuve Saint-Laurent et je trouve que quand on voit l'horizon, on est aspiré par quelque chose qui est grand. On a un sentiment, en fait, moi, j'ai eu ce sentiment-là d'infini qui était à portée de main, mais je pense qu'on peut l'avoir aussi quand on écrit ou quand on est emporté par n'importe quelle passion de notre vie où on se dit, tout à coup, il y a une brèche qui ouvre et on respire mieux, on respire large, on respire grand et on a envie de mettre cet infini-là dans nos mains. Ma mère dit que nous sommes nostalgiques d'un infini que nous portons tous et je trouve ça beau comme expression. On peut applaudir cette maman. Je vais acheminer vos applaudissements à ma mère. Elle devrait écrire des livres. Alors, il y a une autre dimension qui est très intéressante dans votre livre. Comme on est du point de vue, vous l'avez dit, de la victime, et on est aussi du point de vue en fait, des chasseurs de phoques. Et autour d'eux, en face d'eux, il y a des conflits avec les animalistes, ceux qui défendent les phoques. Sauf que ces gens-là, on les regarde cette fois du point de vue de ces chasseurs de phoques, pour qui c'est leur gagne-pain, c'est leur métier. Et donc, il y a une scène vraiment passionnante au cœur du livre, c'est ma scène préférée, où il y a une rencontre entre ces deux mondes-là. On imagine bien que ça ne se passe pas très très facilement, quoi. Comment vous avez travaillé en fait ce relief-là dans ces différents points de vue et ces conflits d'intérêts? Oui, bien, pour chacun des romans, particulièrement de cette série-là, je suis allée à la rencontre de pêcheurs. Et dans le premier livre, ben, j'allais à la rencontre de gens de voile. Après, je suis allée à la rencontre des pêcheurs hauturiers. Et quand j'avais écrit Le Murmure des Akapiks, en fait, j'avais écrit tout le roman. Je l'ai donné à lire à ma première lectrice qui m'a dit « Ah, c'est bien sympathique, tout ça, sauf qu'on ne sent pas le phoque. » On a ajouté de l'odeur entre les pages. Non. Et donc, je me suis dit, il faut que j'aille à la rencontre des chasseurs de phoques. Alors, je suis allée aux îles de la Madeleine une dizaine de jours et à chaque jour, je rencontrais de 1 à 4, 5 chasseurs de phoques. En fait, j'ai fait toute la lignée, là, les anciens chasseurs de phoques qui se faisaient déposer avec un hélicoptère sur une banquise. Ils chassaient les bêtes, ils se faisaient récupérer en fin de journée. Il y a même un chasseur qui a passé une nuit. L'hélicoptère ne le retrouvait pas et donc il a passé une nuit à la dérive. Pour ne pas geler, il s'est abrié en dessous des phoques, il s'est couché sous les phoques morts pour pouvoir passer la nuit là. Alors, j'ai parlé avec ces vieux-là, après ça, avec les plus jeunes, avec le boucher, qui est le spécialiste mondial, dans le fond, du dépeçage de phoques. Et donc, avec toute la série de ces gens-là. Et moi, j'avais le discours que j'avais sur la chasse aux phoques, c'est celui, bien évidemment, celui qui est médiatisé, notamment par Brigitte Bardot, comme quoi la chasse aux phoques, c'est terrible, c'est comme assassiner des enfants sur une banquise. Alors, j'arrivais là en sachant pas trop comment me positionner face à ces gens-là, parce que pour eux, il y a aussi un mode de vie là-dedans, c'est-à-dire qu'ils mangent tout, le phoque, ils récupèrent la peau, il y a quelque chose qui est très ancestral là-dedans. Et à les côtoyer, j'ai compris ce qui se passait avec les animalistes. Et toutes les anecdotes sont des anecdotes qui m'ont été racontées, qui ont été légèrement fictionnisées. Bien, évidemment, la fiction puis la façon de le faire va modifier légèrement la chose, mais il y a plusieurs... Est-ce que je peux en faire une petite anecdote de rien? Bien sûr. OK, parce que je trouve que ça aide à visualiser. C'est-à-dire qu'à un moment, les animalistes sont arrivés puis ils ont dit pour sauver les blanchons, alors que la chasse aux blanchons était déjà interdite depuis très longtemps. Pour sauver les blanchons, on va mettre de la peinture rouge. Et juste, qu'est-ce que c'est un blanchon? Un blanchon, c'est le bébé phoque. C'est le bébé phoque. Il disait que les chasseurs chassaient, tuaient les bébés phoques. Mais non, c'est interdit depuis avant ma naissance. Alors, eux, ils sont arrivés avec des caméras, bien sûr, parce que c'est un spectacle médiatique. Alors, ils arrivent et ils mettent de la peinture rouge sur les bébés phoques pour dire, voici, comme il y a de la peinture sur ces fourrures-là, elles n'intéresseront pas les chasseurs. Et donc, ils disent au monde entier, nous sauvons ces bébés phoques-là. Dans la réalité, en fait, ce qui est arrivé, c'est que la mère phoque, elle retrouve son bébé par l'odorat. Et tous ces bébés-là ont été abandonnés par leur mère. Et donc, les animalistes eux-mêmes ont contribué à la perte de ces animaux-là. Sauf qu'ils n'ont jamais dit ça. Alors moi, je me fais raconter ça par les chasseurs, pardon. Et après, bien évidemment, moi, mon histoire, elle se passe du point de vue du bateau du chasseur.
Alors là, il y a tous ces enjeux-là. Après, c'est au lecteur de décider comment il se positionne par rapport à ça. Là, moi, vous faites ce que vous voulez avec ces histoires-là, bien sûr. Mais ça m'a fait réfléchir à comment est-ce qu'on essaie de sauver le monde, parfois en le condamnant nous-mêmes. Et même la fameuse Simone qui est là, qui veut sauver quelque chose, ou même sa peau à elle, est-ce qu'elle va y arriver? Donc, je trouvais que c'était intéressant de réfléchir à ça. Mais en tout cas, eux, ils m'ont emmené toute cette réflexion-là. Et puis, à un moment, bien, il faudrait que Simone aille vers les animalistes pour se sauver elle-même. Puis elle va hésiter à le faire parce qu'elle doute de leur capacité à sauver quoi que ce soit. Il y a un passage que j'aimerais lire et on est justement dans la bouche d'un de ces chasseurs et qui parle de ça. Et il dit « Ce qui m'a fâché pendant des années, ça a été de me sentir trahi. Quand les groupes animalistes se sont aperçus qu'ils pouvaient faire des millions sur notre dos avec leur collecte de fonds, ils sont venus nous filmer. Et c'est vrai que ça donne des photos impressionnantes, le sang sur la banquise, on ne va pas se le cacher. C'est spectaculaire. Mais quand j'ai vu l'image qu'ils ont montrée de nous autres, puis que j'ai compris que le monde, même les gens d'ici, croyaient qu'on était des tueurs, ça m'a enragé. J'ai été fâché pendant des années, mais ça a donné quoi? Rien. Une fois, il y a un activiste qui a posé son hélicoptère aux îles, soi-disant parce qu'il n'avait plus d'essence, puis il est parti en bateau. C'est une évidence qu'on est allé le casser, son hélicoptère. Après ça, il est revenu avec une équipe de télévision, puis il a fait un reportage expliquant qu'on était des monstres, des assassins sanguinaires. C'était un coup monté, tu comprends? Et puis nous autres, on n'avait pas été assez fins pour s'apercevoir que c'était de la provocation. On était trop en colère, on était amers, puis maintenant on est indignés. Voilà. C'est un bel accent. Et peut-être pour finir, c'est un roman noir, mais l'humour est présent partout. Comment vous arrivez à tresser ces deux éléments-là? C'est difficile, mais en même temps, ça m'ennuie quand c'est juste noir. Pas la lecture des autres, OK? La lecture des autres me passionne toujours. Mais moi-même, quand j'écris, si j'écris de longs passages très noirs, à un moment, je m'ennuie moi-même. Alors, de mettre des personnages qui portent une certaine forme d'humour, même quand c'est un humour un peu comme par exemple, il y a un jeune coquet là, dans l'histoire qui est un personnage un peu trop coquet et un peu survolté et un peu excité. Mais moi, ça me plaît bien de rire de ce personnage-là et ça me permet de donner une tournure humoristique et du rythme aussi à l'histoire. Alors, je trouve que quand on entre chez les gens par l'humour, par exemple, si on s'installe ensemble, chez nous, on boit une bière, mais chez vous, on boirait un verre de vin, ou plus qu'un verre de vin, si j'ai bien compris. Je vous ai entendu. Alors, ensemble, on prend un pot, donc on commence à rigoler. Et puis, à un moment, une fois qu'on a rigolé ensemble, c'est comme si le cœur s'était ouvert. Et à ce moment-là, je peux vous faire pleurer. Merci beaucoup. Merci à vous. On ne va pas pleurer maintenant parce que sinon on ne terminera pas le plateau, ce serait bien dommage, puisqu'on va se retrouver à présent avec Marion Brunet pour plusieurs livres, Marion. Je vais présenter Ilos qui est d'actualité. Oui. Plein gris, on ne va pas le présenter là, on va surtout parler d'Ilos, mais on en a parlé dans les rencontres jeunesse, il est très présent sur le festival. Vous écrivez pour les jeunes, vous écrivez pour les jeunes adultes, la littérature young adult, comme on dit, et puis pour les adultes tout court. Donc c'est une palette vraiment très très large. On peut juste dire... non, je vais parler d'Ilos après. Vous êtes né dans le Vaucluse, vous avez fait des études de lettres, vous êtes devenue éducatrice spécialisée en foyer d'accueil pour enfants, puis en hôpital de jour pour adolescents. Ce qui, dites-vous quelque part, n'est pas anodin, parce que ça nourrit et ça continue de nourrir aussi votre travail d'écriture. Tout à fait. Donc peut-être qu'on l'évoquera. Parmi les livres que vous avez publiés, il y a L'été circulaire aux éditions Albin Michel, qui est le premier, je crois, qui est sorti en 2018, qui a eu le Grand Prix de littérature policière en 2018, tout de suite. Voilà, pas mal. On commence, on envoie un manuscrit à un éditeur, ça marche, c'est pas mal. Il y a eu 100 fois ni loi en pocket jeunesse, qui a été récompensé par la Pépite d'or du Salon du Livre de Montreuil et de la presse jeunesse de Montreuil.
les 2 premiers tomes de cette nouvelle trilogie Ilos. Là, il y en a 2. 1 et 2. Ah, merci Roxane, ça c'est gentil. Voilà, il faut les présenter aux caméras. Voilà, c'est bien. On a des assistants plateau qui sont super. Le tome 3, on l'espérait pour Étonnant Voyageur. Ouais, on nous finalement, a dit ce sera fin août. peut-être, bon, il faudra attendre jusqu'à fin août. Le tome 2 est sorti en tout début d'année, en fin d'année 2024. Oui, novembre. Novembre 2024, c'est vraiment pas vieux. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que, peut-être c'est pas pour rien qu'on va parler surtout d'Ilos, vous avez eu un prix qui est une récompense internationale extrêmement importante et extrêmement prestigieuse, qui est le prix commémoratif Astrid Lindgren. Alors Astrid Lindgren, vous savez qui c'est. C'est la créatrice de Fifi Brin d'Acier, que tout le monde connaît. Hein. Encore une aventurière forte, celle-là particulièrement forte. Et ça, c'est un prix international qui est donné une fois par an et que pour l'instant, seuls 2 Français, vous êtes la 2e. Voilà. Oh, oui. On peut vraiment la féliciter parce que c'est un prix extrêmement bien doté financièrement. Ça doit changer la vie. Oui, je vous laisserai regarder. Et c'est surnommé le prix Nobel de littérature jeunesse, ce qui n'est pas rien. Ça. Oui. Bon, ça fait quoi quand même quand on sort J'ai pas encore atterri. Hein. Ah oui. Parce que là, j'imagine que je sais pas, c'est un prix qui va d'abord vous emmener probablement. Vous allez être invité un peu partout dans le monde. Bah, déjà, je vais aller à Stockholm dans 2 jours. Je reçois le prix lundi. Lundi. Voilà, lundi soir. Ah oui, là. Oui. Qui va m'être remis par le prince de Suède. Alors là. Oui, c'est un peu dingue hein, ce prix. J'ai toujours pas atterri. En plus, ils ont l'humour de rendre. Je sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais ils m'ont annoncé ça le 1er avril. Donc et vous en recevez un coup de fil comme ça en suédois. Non, en français avec un fort accent suédois. Non, mais on n'y croit pas. J'ai ri, il y a un enregistrement, je fais que rigoler et je dis mais c'est fou, et je ris. Voilà, c'est vrai que c'est un prix vraiment extraordinaire et qui me remplit de fierté et qui m'oblige parce que j'ai l'impression qu'en étant un petit peu justement porteuse de la littérature jeunesse française, de fait, j'ai envie de la défendre et j'ai tendance à penser que la façon dont on considère la littérature jeunesse parle du rapport qu'on entretient avec sa propre jeunesse. Voilà. C'est pas très loin de ce que disait Riyad Satouf tout à l'heure. Ah ouais, on est un peu dans cette continuité-là, oui, c'est vrai. Ouais, et je trouve que le fait que la Suède ait ce prix-là et l'offre, ça dit de l'estime qu'ils ont pour la littérature jeunesse et pour leur propre jeunesse. Voilà, donc et je trouve que c'est super important. Donc Le jury dit, parmi d'autres choses, Marion Brunet décrit d'une plume éblouissante la réalité des jeunes dans un monde de plus en plus matérialiste et menaçant. Le présent et le futur s'entrelacent dans ces récits lumineux. C'est pour ça que je disais que Ilos n'est peut-être pas étranger à cette remise de prix. Où les frontières de l'amitié et de l'amour sont constamment mises à l'épreuve. Son œuvre plonge au cœur de notre époque. Vous y reconnaissez dans cette... Vous avez l'impression qu'on parle de vous ou de quelqu'un d'autre? Non, il y a toujours un petit peu ce petit décalage. Je ne sais pas ce que mes camarades en pensent. Moi, je suis vraiment très fière d'être sur le plateau avec toi aussi. Non, mais je trouve que quand il y a des discours très très laudatifs comme ça sur, c'est impressionnant. On a l'impression que ça parle de quelqu'un d'autre. Souvent, il y a comme un petit décalage. Donc, oui. Alors, je dis ça la prochaine fois. Invitez Roxane sur un plateau. Oui. Parce qu'elle défend, du coup, elle est toujours impressionnée par les gens avec qui elle est. C'est une bonne camarade. Hein. Ouais. Et moi, je suis un peu deg de passer après elle parce que c'est une sacrée oratrice. Hein. Bah oui, quand même. On peut lui dire ça aussi. Il y a du level, quoi. Alors, Ilos, aux éditions PKJ, c'est un nom inventé, mais bon,
on en reparlera, c'est pas tout à fait un nom inventé, c'est un nom inventé pour la cause, c'est une dystopie. Ça se situe en 2052 à Marseille, qui est, enfin, une large part de Marseille est engloutie par les eaux, par la mer. Enfin, les eaux très sales d'ailleurs, hein, c'est pas une mer comme on aimerait s'y baigner forcément. Pour celles et ceux qui ont des bons yeux, vous voyez la bonne mer. Alors ça monte pas aussi haut quand même dans le roman. Non, ça monte pas aussi haut. Parce Là, que sinon ça serait inquiétant. Mais voilà, et il y a des jeunes gens qui sont là et qui prennent un peu tous les risques pour plonger en apnée. Et ça démarre comme ça. De suite, on est dans l'action, on est dans l'eau. Ils plongent pour aller chercher des objets recherchés dans les zones inondées. Et en fait, on leur passe commande. On leur dit tu vas me chercher ça. Alors, voilà, ils peuvent y aller d'eux-mêmes, mais ils prennent des risques parce que on leur demande de rapporter certains objets. Et c'est très dangereux. Et on découvre qu'en fait, ce sont des groupes assez puissants, menés par un type qui s'appelle le Commodore, qui leur demande de faire ça et qui sont exploités. Et ça démarre avec la mort du petit frère d'une des héroïnes, bon, voilà, Nolan. Nolan, c'est une des héroïnes en question, qui d'emblée va, au début du livre, en quelque sorte, chercher à se venger. Enfin, en tout cas, c'est ce qui fait vraiment démarrer le livre. Oui, c'est le démarrage de l'histoire. Moi, ce qui m'intéressait, donc, je voulais à la fois mettre des jeunes gens en scène dans un monde qui va encore plus mal qu'aujourd'hui, mais qui n'ont pas perdu l'espoir et l'énergie de se battre. Voilà. Ouais. Mais oui, bien sûr. Mais c'est parce que tantôt, quand il t'a présenté, il a dit que tu mettais en scène des jeunes qui ont des grands défis. Puis on dirait que quand il en parle, là, je ne l'ai pas encore lu, je m'excuse Marion, mais il parle du Commodore et là, de l'obéissance, du monde en péril. Est-ce que c'est ça le moteur, c'est-à-dire le fait que les jeunes sont un peu esclaves du monde et doivent s'en sortir? Alors, pour moi, ils subissent quelque chose, en effet, mais comme ils ont la jeunesse et l'énergie et l'envie, ils vont essayer de sortir de cette situation-là. Au départ, ils sont tous plus ou moins dans de la débrouille, en fait, hein, dans un système D. Et puis, c'est le collectif aussi qui va sauver un peu, qui va un peu les amener vers autre chose. Oui, bien sûr, le collectif qui crée entre eux. Ouais. Oui, parce qu'on parle de Nolan là, mais il y a un groupe, hein, et puis d'ailleurs là aussi, le livre démarre avec ça. On se focalise sur Nolan, c'est l'héroïne de l'histoire, mais au début il y a Nolan, mais en fait il pourrait y avoir aussi Ulysse, Yasmina, Enoch, Bonnie, Adélis. Tous ces personnages sont importants. Peut-être que ça commence avec elle, c'est un peu que le déclencheur, sa colère, son désir de vengeance. Mais en fait, le livre ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas le groupe. C'est ce qui leur permet de survivre. Et c'est ce qui fait penser aussi au Marseille d'aujourd'hui, en fait. Parce que, évidemment, on est dans une dystopie, mais la réalité des choses, c'est la même qu'aujourd'hui. C'est une réalité qui met face à face des gens qui sont dans des conditions sociales et financières extrêmement fortes. Oui, et alors c'est vrai que j'ai utilisé Marseille, bon, d'abord parce que j'y vis, donc c'est une géographie que je connais bien, mais aussi parce que c'est une ville qui est extrêmement pauvre et on peut avoir sous les yeux justement les injustices sociales de façon vraiment criante. Mais pour moi, ça représente, au-delà de Marseille, une problématique bien plus large. C'est pas vraiment une dystopie avec des inventions folles et il n'y a ni des robots ni des choses voilà, dingues. En fait, j'ai juste pris la situation actuelle et j'ai poussé les curseurs vers quelque chose de plus problématique. Donc, disparition du service public. Bon, ça, il n'y a pas grand-chose à pousser. Ouais, hélas. De la sécurité sociale, de l'éducation nationale. Donc, on a des adolescents qui ne savent pas lire. Un accès aux soins, évidemment, beaucoup plus compliqué. Des espèces marines qui ont migré.
et qui crée du danger encore plus dans le port et dans Marseille, et des milliers de migrants morts en mer. C'est important de le dire aussi, encore plus qu'aujourd'hui, je veux dire. Voilà, donc j'ai poussé les curseurs d'un monde qui m'inquiète déjà aujourd'hui. Et j'ai imaginé à quoi ça pouvait ressembler si on changeait rien et qu'on continuait. Voilà. Il y a, là où il y a de l'espoir. Non, c'est pas très joyeux. C'est pas très joyeux, mais il y a quand même de l'espoir. Oui, il y a de justement. l'espoir, bien sûr. Parce qu'il y a de la vie. Parce qu'il y a ce groupe qui est joyeux, qui est prêt à tout, qui ose des trucs incroyables, y compris face au fameux Commodore. Il lui vole son bateau, ils vont aider des réfugiés. Et ces réfugiés, puisque vous en parlez, alors ils viennent de la mer, bien sûr, mais aussi d'ailleurs. Nina fait signe à Nolan de la suivre à l'extérieur, côté château d'If. Il ne reste pas grand-chose du château d'If, hein, c'est un peu les hauteurs. Des dizaines de personnes admirent le feu d'artifice. Certains sont seuls, d'autres à deux ou en famille, visage levé vers le ciel, tendu vers la côte. Ils discutent, rient, s'interpellent. Beaucoup de visages noirs, érythréens, somaliens et d'autres nationalités que Nolan est incapable de deviner. Plusieurs pays d'Afrique sont déchirés par les conflits armés et plusieurs pays de l'Est, comme la Pologne, annexée par la Russie depuis les guerres de 2031, ont vu leur population fuir sans rien, dépouillée de tout. C'est-à-dire qu'évidemment, on pousse le curseur avec la Méditerranée où c'est déjà extrêmement dramatique, sauf que ça se passe partout dans le monde et que le danger vient de partout. Et là, avec juste des petites remarques comme ça, c'est pas des remarques, c'est des gens qui vivent et qui sont là, qui sont des vrais personnages. Et la question est Et la question, c'est justement cet intérêt pour, je ne sais pas, cette espèce de baromètre que vous avez en vous pour saisir tout ce qui fait danger aujourd'hui, tout ce qui, poussé un petit peu, va créer à un moment des situations extrêmement dangereuses, conflictuelles, mais peut-être aussi d'espoir. C'est ce mélange-là qui est intéressant. Je crois que ça parle de mes propres anxiétés, clairement. Et que je pense que je partage avec plein de gens, me semble-t-il. Mais au fond, je garde un vrai optimisme, bizarrement. C'est-à-dire qu'il y a une forme de lucidité un peu déprimante. Je ne suis pas dans le déni, vous voyez, mais je suis persuadée qu'il y a des façons. Je crois beaucoup en l'humain, en fait. Donc je suis persuadée qu'on peut trouver des gens qui vont lutter, des façons de lutter. Voilà, donc c'est toujours un petit peu cette espèce de va-et-vient qu'on peut trouver dans mes bouquins, mais que je trouve en moi, d'une bascule entre une lucidité un peu dépressive et des moments de joie, d'espoir, d'évidence qu'on va trouver des solutions. Enfin, et entre autres, moi j'ai confiance en la jeunesse. Je ne fais pas du tout partie des gens qui disent « Ah, mais les jeunes aujourd'hui, ils ne savent pas, ils ne lisent pas, ils ne comprennent pas comme nous on comprenait. » Au contraire, je pense que chaque génération a une nouvelle proposition à faire. Et trouve des nouvelles manières aussi de combat, sûr, de s'engager, de s'engager. C'est ce que je trouve... Oui, Élie, vas-y. Ouais, non, j'avais juste une question, c'est comment réagissent les ados justement à vos propositions, en fait, quand vous faites des rencontres, face à ce monde que vous leur décrivez, qu'est-ce qui vous renvoie, en fait ? Pour l'instant, dans les rencontres que j'ai faites autour d'Ilos, j'ai l'impression que ça leur parle, hein, ça résonne. Quand je leur demande à main levée, il y a beaucoup d'anxiété chez eux autour de la politique, autour de l'état du monde, autour de l'écologie, bien sûr. Ils sont assez inquiets, hein, mine de rien. Je ne crois pas du tout, en plus, globalement, je ne crois pas que l'adolescence soit un âge de légèreté et d'insouciance, pas du tout. C'est vraiment un âge où on se pose des tas de questions hyper profondes, où on est entamé par beaucoup de choses essentielles. C'est vraiment l'âge où on pense à la mort, à la vie, à l'amour, et où tout ça est vu de façon assez intense. Et donc, l'anxiété est aussi vécue de façon intense. Donc, je crois que ça fait écho pour eux. Ouais. Alors, on va pas en dire beaucoup plus, juste dire que par rapport à cette manière de combattre, le tome 2 est beaucoup plus, on est plus dans l'action.
encore. D'abord parce qu'on mesure le danger présent dans le livre, à savoir ce projet ILOS, qui est un projet quand même glaçant, imaginé par les puissants, les plus riches. Je ne vais pas... Faut pas spoiler. Je ne vais pas du tout dire ce que c'est, mais juste, ça les révolte encore plus. Et ils vont décider, sans armes, sans rien, d'aller à la source de ce projet et d'essayer de le détruire. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Et puis juste parce que je l'ai évoqué au démarrage, Ilos, eh ben, il y a quelques peut-être latinistes ou hellénistes dans la salle, mais il y a deux personnages, hein. Il y a Enoch. Il y a ce personnage Enoch qui porte un nom biblique, antique, et puis il y a Ilos, qui est quand même le nom du fondateur de la ville de Troie. Et c'est ma dernière question, c'est évidemment, c'est toujours très... alors c'est à la fois une dystopie et un livre sur le monde contemporain à fond. Et en même temps, on a l'impression que c'est aussi une sorte de tragédie qui est celle de la vie et celle des rapports humains quasi de toute éternité qui se joue là dans vos romans. Oui, alors je pense déjà que j'ai été portée par les tragédies grecques quand j'étais adolescente. Ça a vraiment marqué ma vie de lectrice. Donc je pense que ça ressort parfois dans mes bouquins, même quand ils sont très contemporains, voire dystopiques. Ça m'a nourri tellement que voilà, ça ressort. Ça ressort, ouais. Oui, et je voulais aussi, au-delà justement du petit clin d'œil au fondateur de Troie, dire qu'il y a un vrai compagnonnage dans Ilos pour un auteur particulier qui est Alexandre Dumas, puisque tout le roman est quand même autour d'une vengeance. Déjà, donc quand même le meilleur bouquin sur la vengeance, c'est quand même le Comte de Monte Cristo, me semble-t-il. Et par ailleurs, comme ça se passe à Marseille, eh bien on a j'ai créé un petit village de pêcheurs très pauvres qui s'appelle Monte Cristo et qui est accroché à ce qui reste du château d'If. Voilà. Donc. D'ailleurs, je vous invite à venir vous promener dans Marseille. Vous allez trouver des noms de rues où il y a à la fois des personnages de fiction comme l'abbé Faria ou Monte Cristo et des personnages réels, des écrivains comme Alexandre Dumas. Et voilà, on est entre les deux et je trouve que c'est un paysage qui correspond bien à vos livres aussi, Marion. Merci. Voilà, eh bien, c'est des aventurières, des personnages. On aurait aussi pu se servir de l'eau comme élément de lien entre vous trois. Je rappelle juste les ouvrages dont on a parlé, La fille du grand hiver, Isabelle Autissier, aux éditions Paulsen. Le murmure des Acapiques de Roxane Bouchard aux éditions L'Aube Noire, et puis principalement les deux premiers tomes en attendant le troisième de Ilos de Marion Brunet aux éditions PKJ. La rencontre se termine maintenant, mais on vous donne rendez-vous pour la suite. Ça s'intitule Terre et mer. Nous serons avec les auteurs, autrices de bande dessinée Catel et Boquet, et puis avec Éric Orsena et Bernard Matussière. Merci.